Bonjour à tous. Là, on est dans la partie 2 les fonctions des images dans la perception et la culture. Là, on va entrer dans la partie A qui est l'image comme un vecteur de perception et de sens. Alors, selon la vision épicurienne de l'image ou encore eidolon en grec, elle va occuper une place centrale dans la manière dont nous percevons le monde. En fait, pour Épicure, les objets émettent en permanence des sortes de pellicules extrêmement fines, constituées d'atomes, qui se détachent d'eux et viennent frapper nos sens, principalement la vue. Et ces eidolas sont donc en fait des projections matérielles des simulacres du réel, qui permettent aux individus de percevoir les choses telles qu'elles apparaissent. Ainsi, cette théorie matérialiste de l'image, elle va ancrer la perception dans un rapport direct au monde extérieur. Ce que nous voyons est lié à une interaction physique entre les atomes des objets et ceux de nos organes sensoriels. Toutefois, cette vision ne se limite pas à une simple réception mécanique. En effet, l'image est aussi le point de départ d'un processus de connaissance. Elle nous permet de former des représentations mentales, d'identifier les objets et de construire des savoirs sur le monde. C'est pourquoi Épicure il met en garde contre les illusions qui peuvent produire ces eidolas. Les images perçues peuvent être déformées par la distance, les conditions de perception ou de notre imagination, ce qui peut entraîner des erreurs dans nos jugements. Ainsi bien que les images soient le fondement les images soient le fondement de la perception, elles nécessitent une activité critique de l'esprit pour distinguer ce qui est véritablement conforme à la réalité de ce qui est illusoire. Pour illustrer également cette partie A, on pourrait prendre l'exemple de Kandinsky qui va mettre en valeur une autre dimension. L'image n'est pas qu'un reflet du réel, elle exprime une réalité spirituelle. En effet, Kandinsky, dans son tableau L'Arc Noir en 1912, à première vue, on peut voir des formes colorées qui s'entrechoquent dans un espace indéfinissable. Or, pour Kandinsky, ce serait en fait l'image de la réalité spirituelle. En effet, certaines couleurs se dilatent comme le rouge, d'autres se rétractent et se renforcent comme le bleu. Le tableau semble en mouvement, qui va même être accentué par la présence de l'arc au milieu. Kandinsky voit en fait même le mouvement de notre âme. En fait, il va avoir dans l'art abstrait un progrès de l'esprit, un moyen de représenter la nature intérieure ou spirituelle de l'artiste. Il va même affirmer que l'âme est un piano dont les touches sont des couleurs. Ainsi, pour comprendre véritablement un tableau, il nous faut développer notre imagination. Euh, Là, on va rentrer dans la partie 3 qui est la formation des images à l'ère moderne. On va rentrer dans la partie A qui est la reproductibilité technique et ses effets. Alors, selon Walter Benjamin, en fait, la technique aurait détruit l'aura d'une image. En fait, dans sa thèse, Benjamin il va mettre en évidence que avant les œuvres d'art, elles avaient une aura, un caractère quasi sacré, car l'œuvre était unique et lointaine. Elle n'apparaissait que là où finalement elle avait été créée. Elle avait tout un contenu de sens, mais finalement la reproductibilité, elle a supprimé la nature même de l'œuvre et a changé le statut de l'œuvre d'art. À l'heure de la reproductibilité technique, le ressenti de l'image a véritablement changé. L'image a perdu de sa valeur rituelle finalement à cause de la technique. Là, on va rentrer dans la partie B qui est l'ambivalence, la prolifération des images. Alors, selon Jean Wirth dans Qu'est-ce qu'une image, il va affirmer que si l'on additionne les usages actuels du mot image, il apparaît clairement qu'il signifie tout et rien, et son contenu restant généralement implicite, les discours sur la civilisation de l'image dans laquelle nous sommes censés vivre ont tendance à tourner en rond. En fait, ici, selon Jean Wirth, la saturation d'images dans la civilisation de l'image dilue leur signification. Elles semblent donc tout et rien dire. Cela pose en fait la question de leur pertinence dans un monde où elles prolifèrent sans limite. Alors là, on est dans la partie 3, une présence dans l'image. Alors pour Sartre, si l'image peut représenter quelque chose, c'est parce qu'elle renonce à quelque chose, elle a quelque chose en moins qui fait sa pauvreté. On ne peut pas changer, en effet, on ne peut pas changer de point de vue quand on regarde une image. C'est en fait ce qui fait la duplicité de l'image, qui est un être présent,
et en même temps absent. Et pour l'image, pour gagner en qualité, doit en perdre une. Et, le rapport entre ce qui est gagné et perdu va faire le charme donc de l'image. Aussi, on remarque que toujours en regardant une image, on a comme une impression d'étrangeté. Une image, même quand elle nous montre quelque chose qui nous est familière, nous donne une sensation vraiment d'étrangeté. L'image, en fait, rend présent sous le mode de l'absent. L'image a toujours un écart avec ce qui est donné, etc. En tout cas, de manière générale, le plus de l'image, c'est qu'elle confère aux choses une certaine permanence. En donnant la permanence une apparence disparue, l'image en fait va creuser l'écart entre le maintenant temporel de celui qui contemple l'image et la présence atemporelle de ce dont elle est l'image. Quand je parle ici de présence atemporelle, c'est ce qui n'est pas en fait concerné par le temps. On peut prendre par exemple l'exemple de la Vierge au Sensilier Rollin. Voilà, dans la Vierge au Sensilier Rollin, bah, moi je ne suis pas dans la même temporalité. À la fois il m'est donné et à la fois je sais qu'il n'est pas dans le temps présent. L'image a la faculté en fait de me donner l'être absent et de creuser l'écart entre la temporalité. D'où le lien donc indéfectible avec la mort. L'image creuse l'écart, donc cette atemporelle est sans doute la seule image possible de la mort, celle de n'être plus. En plus de cela, selon Suzanne Sontag, toutes les photographies sont un memento mori. En fait, l'image donne un espèce de corps à cette absence. La photographie semble être différente de ce qui est fait de la main d'homme. D'ailleurs, selon Barthes, la photographie est un certificat de présence, un vestige, un reste de ce qui a été. Si parfois on peut remarquer une faiblesse dans la création de l'image, on peut prendre l'exemple du mythe de la fille de Diputade. Selon en fait Pline l'Ancien, la peinture serait née d'un acte de désespoir. La fille du potier Dupitade, pour préserver le souvenir de son amant devant partir, trace le contour de son ombre projeté sur un mur à la lumière d'une lampe. Ce geste motivé par la peur de l'oubli marque l'origine mythique de l'art pictural. En fait, ce mythe il va montrer que l'image naturelle, qui est ici le contour de l'ombre, dépend directement de la présence physique de ce qu'elle représente. L'ombre projetée par l'amant est nécessaire pour que la fille puisse la tracer. Cela illustre que l'image naturelle n'est pas autonome, elle émerge uniquement dans le rapport immédiat à la chose réelle qu'elle reflète. Ainsi voilà, l'image naturelle ne peut apparaître qu'en présence de la chose dont elle est l'image. Et l'image naturelle, elle est très différente de l'image artificielle qui constitue elle-même un acte. En fait, pour l'image artificielle, il n'est pas nécessaire que les composants de l'image soient similaires à la nature de la chose vue. Et quand même aussi une chose quand même qui va caractériser la peinture, c'est qu'elle peut rendre présent même les morts. On va prendre l'exemple de la peinture hollandaise du XVIIIe siècle, qui représente donc des bourgeois hollandais protestants de leur vie quotidienne. Et si on prend par exemple la leçon d'anatomie du docteur Tulpe de Rembrandt qu'il a peint en 1632, bien que ce tableau représente une scène de bourgeoisie instruite et fière de ses connaissances scientifiques, la présence du cadavre rappelle la mortalité inévitable même pour les élites protestantes engagées dans leur vie quotidienne. En fait, c'est un rappel silencieux que la vie terrestre est transitoire, en accord avec la morale protestante qui valorise la simplicité, la réflexion spirituelle et l'humilité face à Dieu. Aussi, la photographie va être capable de saisir un instant. Elle peut aussi être un memento mori, c'est un peu ce que va affirmer Suzanne Sontag. La photographie est toujours nostalgique. Bon, si on peut prendre l'exemple de The Corpse
of a Spanish Soldier, une photo de Robert Capa de 1936. En fait, cette image montre un soldat républicain gisant au sol, mort au combat pendant la guerre d'Espagne. Cette image va illustrer la fragilité de la vie et la brutalité de la mort, rappelant l'éphémérité de l'existence. Comme les vanités en peinture, cette image confronte directement le spectateur à la réalité inévitable de la mort. Cette photographie, bien au-delà du reportage de guerre, devient une médiation visuelle sur la mort et le destin humain. Maintenant, là, on va rentrer dans la thèse de Diderot. Et pour ça, souvent, Diderot, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser plusieurs tableaux. Il a eu à analyser le tableau du baptême du Christ du XVIIIe siècle. Et en fait, Diderot il a affirmé que ce tableau grave dans la mémoire de ceux qui vont le voir qui vont voir ce tableau, en fait, les versets de la Bible. Alors si ce tableau va réussir à se substituer à la lecture, en fait la thèse de Diderot, c'est juste qu'il va valoriser le primat sémantique de l'image. Ce qui importe dans l'image n'est pas qu'elle ressemble, mais qu'elle signifie. Et maintenant, le dernier point qu'on va aborder, c'est l'image achéropoïète. En fait, dans le contexte religieux, ça va être une image miraculeuse qui nous sont apparues, qui ne vont pas être faites par l'homme. Pour ça, on peut prendre l'exemple du voile d'Édesse. En fait, selon la légende, le prince d'Akbar d'Édesse, gravement malade, il va envoyer un serviteur demander à Jésus de le guérir. Et ce serviteur va tenter de peindre le visage du Christ, mais va échouer. Et ainsi, Jésus va prendre un linge, il imprimer miraculeusement son visage, après le serviteur il va rapporter le voile des déesses au prince Akbar en le touchant, et le prince il va guérir instantanément. Ainsi cette image ici elle est considérée comme déjà non faite de main d'homme, elle va être achéropoète. Elle va devenir une relique sacrée, un symbole du pouvoir divin de l'image. En fait, les images achéropoètes vont même questionner la relation entre le divin et l'image. Elles sont perçues comme des manifestations du sacré non créées par l'homme, remettant en cause la distinction entre l'art, miracle et la révélation.